Bonsoir à tous. Merci d'être là pour notre petite présentation. Nous, au Crédit Agricole Technologies et Services, on va faire une petite présentation sur un outil qu'on a développé qui tourne sur Cube et Kafka, enfin sur Cube et qui se branche sur Kafka et qui s'utilise soit en no-code, soit en low-code. Vous allez voir plus tard exactement. Alors, on va commencer par la classique, en fait, une petite présentation de l'entreprise, ensuite le projet qui nous a permis d'élaborer cet outil, un petit peu quelques exemples de fonctionnement de cet outil et de ses spécificités. Ensuite, on aura un Rex utilisateur de mes deux collègues et une petite conclusion pour finir. Alors, notre petite PME, c'est à peu près 50 millions de clients dans le monde, 142 000 collaborateurs aussi dans le monde. On est divisé en plusieurs entreprises. Alors, il y a des centaines de filiales, on ne les connaît pas tous, dont la nôtre, qui gère le SI des 40 caisses régionales, dont 4 sont notées en dessous. Attends 2 secondes. Pour la petite info, c'est que le groupe Crédit Agricole SA, il est détenu à plus de 50% par les caisses régionales. Donc les caisses régionales, c'est vraiment une grosse partie, une grosse force dans le groupe. Vas-y. Donc Crédit Agricole Technologies et Services, on gère et on maintient, on fait évoluer le SI des 40 caisses régionales. Donc on est répartis sur 6 sites en France. Vannes, Nantes, Paris, Annecy, Lyon et Montpellier, pour à peu près 1700 collaborateurs internes. Et au service donc, de 24 millions de clients du Crédit Agricole. Donc les clients du Crédit Agricole, c'est ceux qui ont besoin de la banque. Et de 72 000 conseillers bancaires et utilisateurs. Donc ça, ce sont plutôt les agents qui sont en caisse régionale et dans les banques. Alors pour commencer, on va peut-être éclairer un petit peu le glossaire, on va dire, du monde bancaire et peut-être même plus particulièrement du Crédit Agricole. Dans le milieu banque et assurance, vous avez probablement partout un système qui s'appelle le mainframe. C'est des grosses machines IBM, des gros serveurs IBM. Dans cet environnement mainframe, on peut avoir des fils de messages sur IBM MQ. On peut avoir des bases de données DB2 qui tournent sur du mainframe. Et on a un format d'échange qui s'appelle le format COBOL, le langage COBOL, le format. Donc ça, c'est pour la partie mainframe. Et ce que nous, on appelle open au Crédit Agricole, c'est tout ce qui n'est pas mainframe. Donc quand vous entendez parler du monde open, c'est tout ce qui ne tourne pas sur les grosses machines IBM. Et on peut y retrouver donc du Cube, du Kafka, de l'Elastic, du DB2, mais avec sa version Linux, Unix et Windows. Et puis le format Avro, qui est le format qu'on utilise, nous, pour les messages qui transitent sur Kafka. Le petit logo Ketlis, c'est l'outil que je vais vous présenter tout de suite, l'outil qu'on a développé dans le contexte qui va suivre. Alors le projet initial, ça vient d'une équipe qui n'est pas la nôtre en fait. Nous, on est une équipe Socle Data qui développe des outils qui permettent d'exploiter de la donnée, de la transformer, de l'exposer, de la consommer. Donc tout ce qui tourne autour de la data, que ce soit au niveau initialement sur des clusters big data, mais maintenant on s'ouvre aussi à des modes de fonctionnement sur Kafka, sur Cube. Comme ça. Cette équipe, elle avait un système existant qui se divise en plusieurs parties. Donc à gauche, vous avez toutes les bases qui sont sur le mainframe, donc les gros serveurs IBM. Ici, on avait une cinquantaine de tables pour chaque caisse régionale, ce qui signifie qu'on avait 50 tables fois 40 caisses régionales, donc à peu près 2000. Donc ces 2000 tables, elles sont écoutées par un change data capture, donc un CDC qui surveille tout ce qui arrive sur ces tables-là et qui les réplique. Donc, initialement, dans un outil DataStage IBM. Cet outil DataStage IBM, il possédait un ensemble de règles de gestion. Et c'est ces règles de gestion qui permettaient de construire finalement le référentiel client sur lequel se base le poste conseiller et le portail web client. Donc, c'est deux applications critiques parce que sans ça, la banque, aujourd'hui, elle ne tourne pas. Enfin, elle tourne, mais en fait, on peut accueillir personne en agence ni sur le site web. Donc, c'est un peu compliqué. Donc le but de ce projet-là, c'était de changer la brique jaune. Donc on avait, pour des problèmes de support et puis un outil qui n'était plus supporté, tout simplement,
on devait se séparer de la brique data stage. Donc on a décidé de réécrire un moteur. Et ce moteur, on voulait le réécrire, mais pour pouvoir utiliser les règles de gestion qui étaient en SQL initialement dans data stage. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un moteur, enfin on avait un moteur data stage et un ensemble de règles SQL. Et ce qu'on a voulu faire, c'était que l'équipe en charge du produit garde ces règles de gestion SQL pour ne pas les perturber, qu'elle maîtrise complètement les règles de gestion. Et à côté de ça, du coup, on a réécrit un moteur, mais nouvelle génération, si on peut appeler ça, qui tourne sur Cube, quoi. Vas-y. Donc on avait quelques contraintes. Bon, le contexte bancaire, je ne apprends rien, mais on a des restrictions sur les briques qu'on utilise, les frameworks ou les infras, par exemple. Le contexte de l'entreprise, c'est que, comme on peut le voir, on a 50%, plus de 50% des gens de l'entreprise qui sont capables, à minima, de comprendre le Java. Si c'est le coder, c'est encore mieux, mais on a pas mal de monde qui peut bosser dessus. On avait des contraintes de latence de 10 secondes entre les bases initiales sur le mainframe IBM jusqu'à la base cliente. Donc on avait 10 secondes, on devait respecter des SLA de 10 secondes. Donc on verra plus tard que le framework qui fait ça bien plus rapidement. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on voulait vraiment séparer le moteur de traitement des règles de gestion SQL. Parce que l'équipe cible, elle ne maîtrise finalement que très peu les nouvelles technologies. Et donc gérer les règles SQL seulement, ça leur convenait très bien. Et en plus, on n'avait pas besoin de les réécrire, c'est souvent des règles très compliquées. Alors voilà, donc le framework qui fonctionne, donc c'est un framework qu'on espère être très adapté pour les développeurs. Donc il a été construit d'une façon à ce que toutes les étapes, donc reader, transform et writer, toutes ces étapes-là puissent être surchargées, complétées, utilisées par n'importe qui. Donc nous, on propose une implémentation d'un reader, par exemple un reader qui va se baser sur du Kafka ou sur du l'IBM MQ, donc sur des gestionnaires de fils. Nous, on propose une implémentation. Cette implémentation, elle est basée sur un historique, une expérience qu'on a tirée de plusieurs projets. Et par contre, si cette implémentation-là, elle ne suffit pas ou elle ne plaît pas à l'équipe qui veut utiliser le framework, en fait, elle a tous les outils et le code est accessible pour cette équipe-là pour qu'elle n'ait besoin de réécrire que le reader. S'il y a juste ça qu'elle veut surcharger, elle peut très bien soit le remplacer, soit le surcharger. L'architecture au niveau du code du produit, avec un système de classe abstraite et puis d'interface, elle permet aux développeurs de tout faire ça. Donc on a un ensemble de transformations qu'on peut ordonner de 1 à n, et un ensemble de writers qui peuvent eux aussi être ordonnés de 1 à n. On a implémenté une logique qui permet, si on a 2, 3, 4 writers, si au milieu des writers, il y en a un qui plante, par exemple, si on n'arrive pas à publier un message dans Kafka, et qu'au préalable, on a par exemple mis un message dans une base JDBC, enfin en JDBC dans une base de données, en fait, on a une logique de rollback qui va donc répercuter dans les writers précédents en fait, des rollbacks. Ça veut dire qu'on va pouvoir assurer une cohésion de la donnée en sortie. Si on veut avoir la même donnée dans la file et dans la base, on peut s'assurer que tout fonctionne ou que rien ne soit fait. Et donc, si on rollback tout, à ce moment-là, le reader, lui, ne va pas commit, par exemple, dans Kafka, qu'il a consommé le message. En fait, il l'aura consommé, traité en erreur, finalement, donc on ne va pas le commit. Si le pod cube se relance, il va reconsommer à nouveau le message. Et si on a un problème de base de données, de réseau et tout ça, en fait, le message va être retraité en espérant succès. Et donc, avec cette logique d'architecture, on va dire modulaire, une équipe qui, elle, souhaite se brancher, un exemple sur MongoDB, qu'aujourd'hui on ne supporte pas, nous, dans le core du framework, en fait, elle a besoin d'écrire le reader Mongo. Elle se branche bien sur les classes abstraites et les interfaces qu'il faut bien. Elle a le bon objet qui permet de transférer ses données au transform. Et en fait, elle a besoin d'écrire 3 classes. Elle utilise tout le reste du framework. Vas-y. Voilà, donc on va montrer quelques exemples de no-code. Aujourd'hui, une équipe pour laquelle tout convient dans ce que nous on propose, dans toutes les implémentations aujourd'hui qu'on en propose, le minimum, c'est 10 lignes de JSON pour pouvoir utiliser le reader Kafka que nous on propose. Donc le reader Kafka qu'on propose, on a listé dans la doc, bien évidemment, toutes les spécificités qu'on aurait pu coder en plus.
notamment au niveau de la désérialisation des données. On a des exceptions qui permettent un petit peu d'être plus précises que on va dire les serialiseurs habituels. Mais tout ce qui est passé dans configuration, finalement, c'est du natif Kafka. Donc une squad une équipe pardon, qui aujourd'hui maîtrise Kafka, avec ça, elle n'est pas perdue parce qu'elle sait absolument que toutes les configurations qu'elle passe là, eh ben, elle sait les utiliser dans ses anciens projets. Ce sont les mêmes et c'est du natif, c'est dans la doc Kafka, c'est pas nous qui le maintenons. Pour utiliser une transformation, en fait, on a un bloc transformation qui est ordonné par numéro, donc 1, 2, 3. Ça sera joué dans l'ordre et on va pouvoir avoir un espèce de dataset en entrée-sortie de chaque transformation. À l'heure actuelle, nous, on en propose 3 transformations, on va dire, qui sont intégrées dans le corps du framework. C'est des transformations qui sont très Crédit Agricole, puisqu'en fait, vu qu'on a 40 caisses et qu'on gère une partie du SI par caisse régionale et une partie du SI, on va dire en mode mutualisé, ça veut dire que des fois, on doit vraiment diviser les messages pour aller chacune dans une base, dans les 40 bases, et d'autres fois, on va avoir une seule base pour toute la banque. Et donc, en fait, on a mis des transformations en place pour pouvoir écrire soit en parallèle sur 40 bases de données, soit en fonction d'une clé de split, pouvoir écrire dans une base ou dans une autre, en fonction du numéro de case régionale. Et on a une dernière transformation qui nous a été utile sur le projet pilote, on va dire, qui est une transformation d'enrichissement, c'est-à-dire qu'on a un flux qui vient de Kafka. Sur ce flux-là, on est capable d'aller enrichir le flux avec des appels JDBC à une base de données pour alimenter, par exemple, on a un ID partenaire, on peut aller faire une jointure dans une table de données pour récupérer l'adresse, le numéro de compte, etc. Et produire ça en sortie. Vas-y. Voilà, là c'est bateau, c'est un exemple de writer. C'est aussi simple que ça. Pour aller écrire dans Elastic, on a 3 paramètres à passer. La logique que nous, on a mis en place, c'est que finalement, on va aller lire d'abord dans Elastic les spécificités de là où le mec veut écrire, pour pouvoir, en fonction de ces spécificités-là, voir dans son dataset si ça matche bien. Si ça matche bien, il n'y a pas de problème. En fait, il a rien à faire. En fait, s'il a bien défini sa table, enfin sa collection dans Elastic, finalement, le writer, il va faire le taf pour faire le matching entre son dataset et la collection en sortie. Ça, c'est le no-code. Donc, ça veut dire que si l'implémentation que nous, on propose, elle convient à l'équipe, alors il n'a quasiment rien à faire. Bien entendu, on reste à l'écoute des équipes si jamais il y a besoin d'implémenter, de rajouter des évolutions, il n'y a pas de problème. Donc là, à chaque étape, on a défini, nous aussi, par exemple, des exceptions. Donc à chaque étape peut ressortir des exceptions propres au framework. Ces exceptions vont être catchées. Nous, on propose un logger simple par défaut. On propose aussi une gestion en dead letter queue. Pour ceux qui font du Kafka, c'est une file de rejet. On propose cette fonctionnalité-là aussi inclus. Donc ça veut dire qu'avec ces 5 lignes de configuration, l'utilisateur va paramétrer le fait que chaque exception aille dans une file de rejet. Et vu que le framework est paramétrable et puis configurable par l'utilisateur, par le développeur, avec une classe qui hérite de l'exception, de la gestion des exceptions, eh bien, il peut très bien écrire sa propre gestion d'exception et écrire dans une base de données si il n'aime pas les fils de rejet. Si on veut surcharger une transformation, par exemple, en fait, il suffit d'étendre de la classe atransfo et définir quelques fonctions qui sont nécessaires à la répercussion finalement des rollbacks dans tout le framework, des actions de dernier signal de vie, et une fonction exec, bien évidemment, qui va être la fonction qui va coder la règle de gestion finalement en Java. Donc voilà, on a un ensemble de fonctions à définir. Donc le résultat final, c'est qu'on se retrouve toujours avec nos tables dans le mainframe, toujours notre change data capture. Cette fois-ci, le change data capture, il écoute toujours 2000 tables, hein, c'est pareil, mais il envoie tous les événements, il les envoie dans du Kafka. On a divisé le traitement en deux parties, puisque taper dans le mainframe, aller requêter dans le mainframe, ça coûte très cher. C'est facturé au niveau IBM, ça coûte très très cher. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on lit une fois, on a composé une base miroir. Donc une base miroir du mainframe pour les cas d'usage futurs. Donc les cas d'usage futurs pourront venir se brancher sur la base miroir. Ça coûte beaucoup moins cher d'accès. Ce traitement, aujourd'hui, on l'a divisé en 3 configurations JSON. Donc
On n'a qu'un seul jar, on n'a que le framework aujourd'hui, on n'a pas de code spécifique à ce cas d'usage, parce que finalement, vu que le framework a été développé pour ce cas d'usage, on ne peut pas appeler ça du spécifique. Mais donc on a un seul jar aujourd'hui qui est divisé pour le premier traitement en 3 fichiers JSON. C'est une organisation fonctionnelle, ces fichiers JSON. On aurait pu très bien tout coder, tout définir dans un seul fichier JSON, tout mettre dans un seul pod, ça aurait fonctionné, mais fonctionnellement et au niveau des SLA, parce que les tables, elles sont pas toutes aussi importantes les unes que les autres, on a préféré diviser ça en 3 fichiers JSON. Donc ça veut dire qu'on a 6 pods, parce qu'on on a de la haute dispo, donc on a 3 confs, donc 6 pods. Traite aujourd'hui 100 messages par seconde en mode nominal. Pendant les batchs nocturnes qui traitent pas mal de données de la banque, on monte à peu près 500 messages par seconde. Donc ça, c'est un fonctionnement où le framework ne bronche pas. Pour le deuxième, qui constitue la base client, finalement, on a un fonctionnement nominal à 300 messages par seconde, parce que on a 100 messages en entrée, mais un changement au niveau d'un client peut impacter plusieurs changements au niveau de plusieurs contrats, par exemple, ou de plusieurs entreprises. Donc on a 300 messages en mode nominal, et on a eu un pic à 40 000 messages par seconde en phase d'initialisation. 40 000 messages par seconde pendant 3 heures, parce qu'en fait, on était bridé par le débit alloué à notre producteur Kafka. Pour des raisons de sécurité du cluster, finalement, un producteur Kafka, il est limité à une bande passante. On aurait pu demander à aller plus haut, mais en fait, c'était l'initialisation, donc on n'avait pas besoin, on n'était pas pressé. Donc on a traité quand même 40K messages secondes en phase d'initialisation pendant 3 heures. Bon, ça a tourné aussi sans brancher. Ce qui est bien, c'est que Cube va très bien avec Kafka. Donc finalement, si on a besoin d'un débit plus élevé, on peut d'un côté Kafka monter le nombre de partitions pour paralléliser plus. Et puis côté Cube, on peut monter, descendre le nombre de pods et, en fonction du workload, quoi. Donc voilà, en fait le framework on l'a packagé avec tout ce que proposent en fait les autres équipes de l'entreprise. Aujourd'hui on a un ensemble de métriques, de logs, de supervision qui est commun à toutes les applis qui tournent sur Cube. Alors nous on ne voulait pas sortir de la norme. Les équipes DevOps chez nous proposent plein de templates GitLab CI pour interagir avec Cube. Donc aujourd'hui on a mis le framework, on a demandé à l'équipe DevOps de nous filer un template. On s'est intégré dedans. Donc aujourd'hui quand on fournit le template, quand on fournit le framework, on fournit tout un template avec des dashboards qui vont avec pour suivre en fait le fonctionnement de ce framework. Là, c'est pour le premier mois de run de l'applicatif. On a dépassé le milliard de messages, donc voilà, c'est un peu symbolique. Et on essaye de proposer aussi ce framework en inner source. Alors bon, c'est un gros mot pour dire que finalement, le code, il est ouvert à toute l'entreprise et tous les développeurs, qu'ils soient bons ou mauvais, qui ont des bonnes ou des mauvaises idées, peuvent aller voir les sources du code, coder leur propre connecteur et nous après on est en capacité de réintégrer leur morceau de code dans le corps du framework si jamais on juge pertinent qu'il soit proposé au reste de l'entreprise, quoi. Voilà, maintenant je laisse la place à mes collègues qui vont vous présenter le Rex, utilisateur d'un autre projet qui utilise le framework. Oui, bonjour à tous. On voit que Goulvin est bon vendeur, en tous les cas, sur Gateless. Donc nous, on a eu à résoudre un cas d'usage qui fait encore référence au vieux monde IBM, en fait mainframe, hein, et qui concerne l'échange de messages, on va dire, entre les deux mondes, c'est-à-dire entre l'open, ce que nous on a défini comme étant l'open, et le mainframe. Alors dans les deux sens évidemment, donc ce qui signifie qu'il fallait mettre à disposition un outil, un service, on va dire même utilisable par l'ensemble des squads, sans qu'ils aient de code finalement à développer. Donc simplement en injectant du paramétrage. Donc le problème à résoudre, évidemment, comme l'a dit Goulvin, hein, les changements de protocole, puisqu'on va passer de Avro à quelque chose qui est défini dans le monde COBOL, ce qu'on appelle des copybooks. Et puis l'autre contrainte, c'est passer du Kafka à quelque chose qui est un peu plus restreint en termes de bande passante, ou qui n'a pas la même scalabilité, en tous les cas, qui est MQ. Les transformations donc, à l'usage de l'ensemble des équipes de CATS doivent être génériques, évidemment. Donc proposer un framework qui le fait, comme je l'ai dit, par injection du paramétrage. Je vais le détailler après. Et puis surtout, les contraintes importantes pour nous, c'est la scalabilité, la résilience et l'observabilité. Une contrainte de latence forte. Tout à l'heure, on avait 10 secondes sur le SLA de réplication de base. Là, on est sur un SLA de 3 secondes.
on s'attend à ce qu'un message soit véhiculé dans le même frame pour déclencher une transaction dans les 3 secondes. Et une contrainte de volume qui est connue aujourd'hui à 6000 messages par seconde. Voilà, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, mais qu'on va pouvoir scaler effectivement, comme tu l'as expliqué, Goulvin. On va passer au slide suivant. Donc effectivement, l'usage veut qu'on se concentre sur la valeur métier, qui est la transformation. Donc là, juste pour expliquer le changement de protocole entre une copybook COBOL qu'on a sur la droite et un schéma Avro. Donc là, c'est très schématique sur une opération. On voit le résultat qui est attendu en fait côté mainframe, ce qui va déclencher la transaction. Donc ça, c'est le premier, je dirais la première feature à résoudre. Et puis, voilà, l'ensemble de la chaîne de liaison, sans trop rentrer dans le détail, c'est ça. C'est-à-dire, de gauche à droite, on a des producteurs de messages dans le monde open, ils utilisent Kafka. On a un K-List qui va lire ce Kafka, faire cette transformation Avro to COBOL et écrire dans Kafka. Puis on a un second step qui est, on a choisi de le découper en deux aujourd'hui, tu vas passer de Kafka à MQ et l'écrire sur la grosse machine IBM. Et on voit qu'en bout de chaîne, les messages vont déclencher ensuite des traitements consommateurs. On avance parce que je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors sur le Rex de cette partie-là, purement le service de transfo, voilà, ce qu'a dit Goulvin, c'est que c'est un framework facile à utiliser. Nous, on voulait vraiment se concentrer sur les features métiers, en fait, la valeur métier. Donc tout ce qui est partie, je dirais, tuyauterie, mécanique, finalement, ça n'a été que du paramétrage à mettre en place. On a demandé une évolution qui est de pouvoir ajouter dynamiquement un producteur, donc un topic en haut, sans avoir à redémarrer les pods, ce qui nous a été réalisé par l'équipe en charge de K-List. Et puis on a quand même assuré nous-mêmes la gestion des erreurs, gestion en rebut, etc. Donc la valeur métier, elle est bien au milieu. Comme on l'a vu au préalable, c'est l'utilisation de procédures stockées. Là, on est vraiment sur un développement Java qui va faire ce que j'ai montré avant, c'est-à-dire passer de Avro à Copybook et qui nous a demandé un effort assez conséquent, voilà, en termes de test. Là, je vais passer la parole à Mathieu pour terminer sur la deuxième partie du traitement qui consiste à prendre dans Kafka et écrire dans MQ. Oui, merci Jean-Marie. Donc effectivement, au sein de l'équipe NetFlux pour ce projet-là, donc je me suis occupé de cette partie, donc de lire un topic Kafka et de écrire dans une file MQ. Alors en fait, quand on a décidé d'utiliser K-List, il faut savoir qu'en fait on avait déjà donc le Kafka Reader, le Kafka Writer, on avait également un MQ Reader, mais on n'avait pas de MQ Writer. Et donc en fait j'ai dû l'implémenter, le MQ Writer. Je vais en parler un petit peu après. Donc en fait, comme je disais, donc il existait déjà un Kafka Reader et donc, comme l'a très bien expliqué Goulvin, en fait, la partie low code, c'est-à-dire uniquement faire de la configuration, ça marchait très bien. Donc j'ai pas eu à surcharger en fait le Kafka Reader. Au niveau de la transformation, j'ai également utilisé une transformation qui existait, qui vous a été présentée par Goulvin, qui était la transformation de type split. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit des messages depuis Kafka, au sein des messages, on a dans les en-têtes des codes qui correspondent au code des caisses du Crédit Agricole. Et donc pour chacune de ces caisses, on voulait écrire dans des files MQ différentes. Et donc grâce à la transformation de type split, on avait pour chaque code caisse l'instanciation en fait d'un nouveau writer MQ. Et donc slide suivante. Et donc effectivement, peu d'efforts a été fait au niveau du reader. Peu d'efforts a également été fait au niveau de la transformation. Par contre, tout l'effort a été fait au niveau du writer parce qu'il n'existait pas, donc il a fallu le créer. En fait, c'était pas si compliqué de faire un writer MQ parce que je me suis fortement inspiré des classes qui existaient pour les autres writers, notamment le writer Kafka. Alors, par contre, au niveau de la gestion des erreurs, il y en avait quand même une grosse différence entre un writer Kafka et le writer MQ. C'est surtout qu'en fait, lorsqu'on commit, c'est-à-dire lorsqu'on publie des messages dans Kafka de manière asynchrone, en fait, on publie un lot de messages et s'il y a un problème avec un message en particulier dans ce lot,
avec le writer Kafka, on peut savoir quel est le message problématique. Avec le WriterMQ, on n'a pas cette granularité au niveau des exceptions. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir en fait quel message était réellement en erreur au moment de la publication. Et donc là, j'ai également dû faire un effort de développement pour en fait passer en mode urgence, on va dire, où si j'ai un lot de messages qui n'arrivent pas à être publiés dans MQ, dans ce cas-là, bah, je repasse tous les messages du lot, mais un par un, et je tente de publier ces messages un par un. Il y a également eu la mise en place de supervision, enfin voilà. Mais dans l'ensemble, faire du code Java à partir du framework Ketless, c'était plutôt simple. Et la cerise de Ketless, hein, c'est que c'est déjà en partie instrumenté en termes de log et en termes de métriques. Si bien qu'on peut très rapidement construire du Grafana, des dashboards, que vous connaissez peut-être, hein, avec une volumétrie. Je suis une volumétrie, un débit. Et particulièrement en haut, je suis un SLA de distribution. Et en bas, on a du Kibana classique, hein, où on suit les logs. Voilà, c'est des logs d'information qui me donnent en particulier des infos sur les micro-batchs de traitement, c'est-à-dire de lecture de Kafka et de bons commits de l'ensemble de la chaîne, en fait. Je vais laisser la conclusion à Goulvin, même si on est en retard. On s'en excuse. Bon, on va faire vite, hein. C'est juste une redite pour dire que finalement, ce qu'on voulait proposer, c'est l'offre packagée qui rentre dans le cadre de tout ce qui est proposé aussi dans les autres équipes du Crédit Agricole. Donc le DevOps et compagnie. L'inner sourcing, c'est surtout parce qu'on essaye d'être collaboratif aussi avec les autres équipes, que le développement ne se fasse pas que chez nous, parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on développait, si on proposait que de la configuration à d'autres développeurs, ça les attirait pas en fait, alors que les autres développeurs, ils aiment bien mettre le nez aussi dedans, comprendre comment ça se passe, comprendre comment ça marche, et être capable de débugger en autonomie aussi. Donc le fait d'ouvrir le code et de les inclure, en fait, on espère les intégrer un peu plus et puis les séduire un peu plus. La maîtrise des dépendances utilisées, c'était surtout dans le cadre de bancaire, d'être capable en fait d'embarquer le minimum possible sur Cube pour que ça démarre vite, que ça scale vite, etc. Pour les maîtriser aussi au mieux. Et puis pour les squads ou les équipes qui ne codent pas du tout, finalement la prise en main d'un outil qui tourne sur des nouvelles techno comme ça se fait bien, assez vite, avec quelques fichiers de conf. Donc c'était le but, et comme ça on peut embarquer vraiment des équipes de tout horizon, quoi. Voilà, merci. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions. La preuve que non. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Ou je ne sais pas si on a du temps. Enfin, a priori, il n'y a personne derrière nous, hein, donc on est bon. Alors, est-ce que le framework Ketless est disponible et open source, quoi, hein, finalement? Oui. Alors, bon, nous, on travaille pour un groupe qui s'appelle le Crédit Agricole. On a des entités. Je dirais dans le cheminement, c'est partagé avec nos autres entités. Mais il n'est pas impossible qu'on le mette pas en open source. Après, c'est simplement en avoir l'accord de la sécurité chez nous, hein, évidemment de nos référents, mais c'est une possibilité, oui, qu'on pourrait offrir. Et bien, c'est toute la question, voilà, qu'on doit se poser justement par rapport à ça. Ouais. On a déjà par le passé été éditeur de solutions qu'on a revendues, hein, c'est arrivé, effectivement, ouais. Ouais. Pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas l'aval de nos responsables pour le faire. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, là, on lit tous les messages qui entrent dans Kafka. Et en fait, les SQL en fait, sont au niveau de la base de données en procédure stockée. Et donc, en fait, on transite, on récupère les infos du message Kafka, on les formate. Et en fait, notre connecteur, il envoie toutes les infos aux procédures stockées, finalement, qui sont sur la base de données.
Donc en fait, dans la conf qu'on déploie sur Cube, on a le nom de la procédure de données. On peut aussi on peut mettre directement des requêtes d'update, de delete. Ouais. Je ne connais pas ces services-là. Après, nous, ce qu'on voulait, bah là c'est plus que du CDC. Là. En fait, on a un outil de CDC là, qui tourne et qui lit tous les bases de données et qui nous les envoie dans du Kafka. Donc le CDC, on l'a, mais on l'utilise que pour faire du CDC. On n'a pas de fonction, on n'a pas de règles de gestion en fait dans l'outil de CDC chez nous. C'est bon. Ouais, après, on a plusieurs. Enfin, on avait quelques problématiques. C'est que, bon, généralement, les outils, bon, il y a des coûts de licence, c'est assez cher. On a aussi, comme je disais tout à l'heure, on a une volonté aussi finalement de plaire aux développeurs. Donc on a besoin, enfin on veut avoir la main sur ce qu'on produit, on veut avoir la main sur ce qu'on code, on veut que ce soit hautement paramétrable. Là par exemple, on a rajouté des fonctionnalités qui permettent en lecture, on peut lire un ou plusieurs topics. Bah, on a codé la fonctionnalité qu'à intervalles réguliers, on puisse aller checker une base de données pour voir si on n'a pas un autre topic à lire. Donc ça permet finalement, au lieu d'utiliser une espèce de regex que le client Kafka pourrait pour faire, qui fonctionnerait, mais vu que nos noms de topics ne sont pas tous facilement identifiables, bah, en fait dans une base de données, on peut leur dire, pour le projet, leur projet d'ailleurs, on peut leur dire, bah, lis-moi ce topic en plus. Et en fait ça, on l'a codé en 2 jours, on n'a pas eu besoin d'aller discuter avec un éditeur, on n'a pas eu besoin de creuser. Donc en fait on est maître en fait de ce qu'on a sous la main. Et ça, on aime bien chez nous, généralement. Juste pour compléter, en fait, sur le cas que j'ai présenté, le Rex, hein, un des objectifs, c'est la modernisation, mais c'est aussi de se séparer d'un certain nombre de middleware de type ETL, par exemple. Hein. Parce que là, on avait, par exemple, pour ceux qui connaissent, WebMethod, hein, on aurait pu avoir autre chose, qui assure la transformation aujourd'hui Avro to COBOL. Ça, ce qu'on veut, c'est justement le supprimer et comme le dit Goulvin, avoir je dirais quelque chose sur lequel on a une complète maîtrise et moins de coûts de licence aussi, quoi, pour le coup. Hein. C'est aussi la question. Ouais. Alors pour la question, c'est comment on ordonnance le traitement. En fait, là, on est vraiment sur la data en mouvement, quelque part. C'est-à-dire ce qui ordonnance, c'est ce qui provient de là, en fait. C'est-à-dire les messages qui rentrent au fur et à mesure. Le reader, sa fonction, lui, c'est d'aller les lire, de les capter, en fait. Hein. Et comme l'a montré Goulvin, c'est paramétrable. Je peux en lire 2, 10 ou 2000, comme je veux. Donc je vais faire plutôt des micro-batchs, en fait. Et c'est au rythme des micro-batchs que va se séquencer tout ce traitement. Ce qui tourne sur Cube, c'est du streaming. On le lance et il reste en vie tout le temps. Tout le temps. On va s'arrêter là, puis je pense qu'on peut discuter offline sur les différents sujets. Merci à tous pour votre attention.